Cela a commencé comme ça, un simple ras-le-bol, et puis des cris de femmes, de mères de famille qui manifestent, des mamans qui n'en peuvent plus de misère. Toujours cette crise boursière qui dure depuis 2011 qui n'est pas réglée. Ensuite, les jeunes enfants ont suivi, puis les jeunes filles. Sans doute que cela a été la goutte d'eau. Les garçons sont arrivés de partout. Leur colère a résonné au beau milieu des poussettes et des banderoles. La rue s'est mise à écumer de rage. Moi-même qui suis du quartier, je n'ai pas prévu cette grosse colère. Je n'ai rien vu venir. Jusqu'à ce matin, l'année 2030 était comme toutes les autres. Taux de chômage qui grimpe en flèche, pouvoir d'achat à la baisse, les gens qui encaissent sans rien dire. Le système débrouille, faire le gros dos, sourire quand même. Salut Omar, ça va le commerce et la famille? Moi-même réponse. Grand sourire. Merci, ça va voisin? Votre dame va mieux? Je tais le secret de mon arrière-boutique. Toutes ces histoires d'amour qui s'y entassent, toute cette eau de rose qui console d'être si seul, célibataire et négligé. Oui, jusqu'à ce matin, j'arrivais tout juste à vivre. Maintenant, c'est à peine si j'arrive à respirer. La manifestation pacifiste des femmes a laissé place aux furieux des escadrons de la libre consommation. Organisés, violents, anonymes sous leur combinaison armure à moitié plastifiée et leurs casques-masques rabattus sur le visage, ils pillent les magasins et cassent tout ce qu'ils ne peuvent emporter. Bêtement caché derrière mon comptoir, j'attends mon tour. Mon énorme corps grelotte issu d'angoisse dès qu'il s'approche de la librairie. Je me réveille en sursaut avec une horrible sensation au ventre. Je me suis endormi avec mon chat roulé en boule dessus. Les émeutes ont laissé place au silence. Un silence obstiné, absolu, profond. Un calme de fin de monde qui s'étend sur tout le quartier. Un hélicoptère furtif anti-émeute tourne sans bruit dans le ciel. Dans la rue, les autobus électriques sont renversés. Les bornes de rechargement des téléphones Big Apple 7 avec projection 3D sont fracassées. Les voitures électriques et éco-communautaires sont à moitié cassées ou en train de brûler. Le sol est parsemé de bouts de verre, d'ordures, de chaussures. Les façades des magasins sont béantes. Les vitrines brisées, dépouillées. Le magasin multimédia est complètement vide. Téléviseur 4D, ordinateur 3D, robots multitâches ménagères, babysitter automatique, caresses chiens électroniques ont disparu dans la nature. Soudain, une pensée me trouve la tête et le cœur. Ma librairie est le seul magasin à ne pas être pillé. Au fond de la rue, dans l'obscurité, 3 véhicules imposants, apparemment blindés, véritables monstres d'acier, percent la nuit de leurs phares brillants et agressifs. Un des camions vient s'arrêter à quelques mètres de ma vitrine. La peur commence à monter en moi. Je me demande ce que peuvent bien contenir ces énormes engins. C'est alors que plusieurs groupes de policiers casqués sortent des étranges véhicules. 5 par 5, un file indienne, sans doute des renforts, qui se postent en différents endroits, principalement à l'entrée des ruelles. Certains d'entre eux s'embusquent dans les quelques magasins abandonnés dont les devantures sont restées intactes. Et s'ils voulaient réquisitionner mon magasin? Je me rapproche un peu plus de la vitrine pour mieux voir. Apparemment, le gouvernement a décidé de frapper fort. Sur les camions s'étale en grosses lettres blanches « Nouvelle brigade d'intervention spéciale anti-jeunes ». Effectivement, l'équipement de ces super policiers est flambant neuf. L'un d'eux, tout noir vêtu et casqué, est posté à 10 mètres à peine de ma vitrine. Il arbore un gilet pare-balles et un bouclier magnétique. À sa ceinture se balance une matraque électrique comme je n'en ai jamais vu jusque-là. Je ne peux m'empêcher de frissonner et je me recule machinalement derrière le store baissé. D'autres policiers passent devant la librairie sans y prêter plus attention que leurs collègues. Ils sortent de gros fils barbelés des camions qui traînent derrière eux jusqu'à l'entrée des rues qui donnent sur le quartier. Quelques-uns relient des câbles à ces rouleaux. Je me demande à quoi cela peut bien servir. L'un d'eux se dirige alors vers un des camions. Les rouleaux d'acier sombres et angoissants s'illuminent. Leur lumière blanche, aveuglante et presque surnaturelle. Instantanément tout se fige. Tout, autour des camions et dans la rue. L'effet est immédiat, sidérant. Je m'accroupis derrière la vitrine et m'assois. Les pauvres jeunes cachés dans le magasin d'enfance ne savent pas ce qui les attend. La lutte va être terrible. J'espère vraiment qu'aucun d'eux ne sera blessé. Pacifistes ou non, ils n'auront bientôt aucune chance, c'est clair. Le gouvernement ne fera pas de différence, pas de quartier. Il n'en a rien à faire de leurs idées. Et toutes ces chansons qui s'élèvent dans l'air frais du petit matin, et toutes ces banderoles colorées qui fleurissent à présent sur la façade du magasin d'enfance. Dégage, c'est notre quartier. Vive l'amour, vive la paix, vive le rock'n'roll, vive ma mère. Nous soumettre plus jamais. Notre motivation est une arme fatale. Policier, mon frère, réfléchis. Toi aussi, tu es un homme libre. En face, le policier reste impassible.
Un petit groupe de jeunes se poste alors juste derrière les rouleaux de fil de fer et entonne un rap. Tout ce qu'on a à dire, c'est que l'État se fout pas mal de nous. Chômage, famine, manipulation, la crise. Le monde a du mal à survivre, que ça vous plaise ou non. Va falloir le changer. Tant de naïveté, tant de jeunesse, tant d'espoir. Ah, ça me rappelle tant de choses. Calme Omar, remets-toi, tu deviens gâteux. Ou tu as une petite faim? Comme chaque fois que je suis bouleversé, la fringale terrible me prend. 3 jours que je rêve d'un vrai repas. Je décroche le téléphone, compose le numéro du livreur du fast-food chinois. Beignet de crevettes, nouilles et nouveautés du chef, les nems roses. Je raccroche en salivant. Maintenant, seuls les étranges projecteurs des brigades anti-jeunes fonctionnent. L'électricité est coupée partout ailleurs. Dans l'arrière-boutique, je ne vois plus rien. Je ne peux même plus lire. Depuis que les jeunes, toujours retranchés, ont nargué la police avec leurs banderoles et leurs chansons, et depuis que Chang a été arrêté, rien ne va plus. Les policiers multiplient les patrouilles. Les barrages ont été renforcés. Les brigades font le siège du grand magasin d'enfance, c'est évident. J'ai aperçu une vieille dame se faire agresser. D'après ce que j'ai compris, elle s'était trop approchée. Ils l'ont accusée de vouloir venir en aide aux assiégés. Elle avait un panier rempli de provisions, mais elle a affirmé que ce n'était pas vrai. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. La situation est en train de dégénérer, vraiment. Le quartier est coupé du reste du monde. N'importe quoi peut arriver, y compris le pire. J'ai ressorti des bougies du commerce, comme quand j'étais petit à Tunis. 1000 ans au moins qu'on ne s'éclaire plus comme ça. J'ai aussi retrouvé dans un tiroir un vieux carnet de Moleskine et un stylo. J'ai décidé de consigner par écrit tout ce que je vis. Je n'avais jamais pensé un jour tenir un journal. Décidément, la vie. Les trottoirs, les cartelages de voitures et d'autobus sont constellés de papiers de toutes sortes. Du papier fin, transparent, uni. J'ai pu en attraper quelques-uns sans que les policiers me remarquent. Des papiers qui ont volotté jusqu'au rebord de mes fenêtres à l'étage. L'un des papiers crie. C'est injuste. Un autre à carreaux et à marge rose déclare sans embâche. On meurt de faim. Un petit papier tout froissé chuchote d'une écriture soignée. On s'ennuie terriblement. Les jeunes assiégés ont faim, froid et ils s'ennuient. Ils ne peuvent plus communiquer et ils viennent de trouver moyen de le faire. Je regarde en l'air. Dans les salles du quartier, une multitude de papiers s'envolent, se dispersent. Sans doute tous porteurs des mêmes messages, l'un vient juste de se faufiler par la fenêtre de ma chambre. Un autre encore, puis encore un autre. Il en pleut. Papier recyclé, déjà scribouillé, papier perforé, glacé, brillant. Un avion quadrillé finit même par atterrir en catastrophe sur le sommet de ma grosse tête. J'assemble les messages, les range dans mon carnet bien à l'abri et je referme la fenêtre. L'électricité n'est toujours pas revenue, mais Louise Labbé m'a entendu. Je m'endors avec elle. Je m'endors sur le mot amour. Mais déjà le 5e jour que je passe ici, les journées me semblent tellement longues. Je passe le temps comme je peux. J'essaie d'oublier mon estomac. Je mets de l'ordre dans la librairie. Je retrouve un tas de vieilleries. Ma vie est passée si vite. Je me donne des consignes antidéprime. Relever le plan de mes déplacements. Tenir le compte précis du nombre de pages que je lis par jour. Compter le nombre de mots d'amour aussi. J'ai même essayé de les classer par importance. Je ne pensais pas que ça me prendrait si peu de temps. Finalement, notre cœur d'humain est assez limité. Quant à notre capacité à réinventer l'amour, j'en ai pourri hier. Pourri sur le seuil aujourd'hui. Cela n'a rien de vieux proverbe paysan. Non, c'est de la plus pure réalité. Celle qu'il faut voir comme je la vois ce matin pour y croire. Le barrage infranchissable des brigades anti-jeunes s'écarte pour laisser passer un cortège officiel. Monsieur le super ministre de la sécurité très sécuritaire et du social sécurisé est là en personne et en grande pompe. Je n'en crois pas mes yeux. Pile devant ma librairie, le voilà qui se plante devant un buisson de micros et de caméras et commence un discours. Mes très chers concitoyens, Blablabla, les émeutes qui ont éclaté, blablabla, nos policiers courageux, blablabla, la situation est maintenant sous contrôle. blablabla, Quoique certains prétendent, la situation des jeunes n'est pas pire de jour en jour. blablabla, Le quartier est calme comme vous pouvez le constater. Pour preuve, cette librairie est intacte. blablabla, Notre belle culture est préservée. blablabla, Les jeunes barbares vont se rendre dans les heures qui suivent. blablabla. Ne parlons plus de situation de crise. Ne parlons pas de répression, parlons de solution aux problèmes. Blablabla. Mes très chers concitoyens, oublions ça, tout va bien. Voilà ce que je retiens approximativement de son discours. Un vrai tissu de mensonges. J'ai envie de vomir mon thé du matin. Je boue, j'ai envie de sortir, de hurler la vérité face aux caméras. Voir ce pitre mentir en direct devant ma porte. Je fracasse la tasse de thé contre le mur de l'arrière-boutique. Que faire?
Ils ne vont pas me laisser parler, c'est sûr. À peine la porte franchie, la police va me sauter dessus. Ce serait peut-être un bon moyen, dans la bousculade, de faire passer mon carnet à un de ces journalistes. Comme ça, le monde saurait. Je me précipite. Mais le miaulement familier d'un chat m'arrête net. Marcel est revenu. Le voilà qui entend son petit déjeuner comme d'habitude. Comme s'il n'avait pas passé la nuit dehors par ce froid glacial, au beau milieu de tous ces va-et-vient arrangés. Apparemment, il n'a rien. Il est tout content. Il s'installe l'air de rien devant sa gamelle électronique avec caresse chat électronique intégrée. Quand j'ai fini de m'occuper de mon chat, le pitre ministériel et sa horde de journalistes ont disparu. Je reste un moment devant la fenêtre de ma chambre en pensant que Marcel, qui m'a évité le pire, me ridiculisait devant tout le monde. Cher Marc, je sais que cela fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. J'espère que tu vas bien, ta famille et toi. Je t'envoie ce courrier car j'ai un énorme problème. Non, en réalité c'est tout mon quartier qui a un problème. Je pense que tu seras le seul à pouvoir nous aider. Depuis maintenant plusieurs jours, les émeutes ont éclaté. Toutes les boutiques ou presque ont été détruites. Tu as dû voir le ministre raconter aux informations que tout va bien. La vérité c'est que seule ma boutique a été épargnée. Les brigades anti-jeunes... Un bruit retentit. Les brigades chargent dans la rue. À nouveau les matraques crépitent. Mon cœur bat la chamade, difficile d'écrire dans ces conditions. Font des rondes permanentes dans le quartier. Personne n'est sans sécurité. Des mères de famille, des enfants, des jeunes filles et même des mamies sont pris à partie. Je t'en prie, c'est à toi que je m'adresse pour sauver notre quartier. Tu es notre seul espoir. Tu dois informer toute la population que nous sommes séquestrés, pris en otage et que de jeunes pacifistes sont assiégés et affamés depuis déjà une semaine. Je confie cette lettre à mon chat, mon fidèle Marcel. La chance veille qu'elle parvienne à toi. Omar. 8e jour après le début des émeutes. C'est aujourd'hui que je vais envoyer Marcel dehors avec la lettre en espérant que quelqu'un mette la main dessus. J'ai peur pour mon chat, peur qu'il lui arrive quelque chose, mais je n'ai pas le choix. Je le glisse par le soupirail, et rechigne un peu et me regarde une dernière fois d'un air de reproche. Ça y est, il est enfin parti. L'angoisse et l'attente commencent. Je retourne à mon poste, jumelle en main, derrière la vitrine. Dans le magasin d'en face, pas un bruit, plus aucun mouvement. Les banderoles joyeuses pendent lamentablement dans l'air gris. Marcel ne donne pas de signe de vie. Je commence à me poser beaucoup de questions. Est-ce que ma lettre a été lue? Où est passé mon chat? Pourquoi ne revient-il pas? Est-il mort? Je ne sais vraiment pas quoi faire et quelle est la meilleure des solutions. Dois-je agir seul ou bien laisser faire les choses? Attendre que tout cela finisse. Désemparé, désespéré, je ne vois comme solution que l'action. Agir moi-même, une bonne fois pour toutes. Mes seuls amis, mes seuls alliés, ce sont les livres. Depuis toujours. Je monte dans ma chambre. Cette fois, ce sera guerre épée pour de bon. J'entrouvre doucement la fenêtre. Je n'en peux plus de cette histoire et de voir les dégâts qu'elle a causés. 2 patrouilleurs des brigades anti-jeunes passent en riant fort juste en bas. De l'autre côté de la rue, des sifflets, des cris, des insultes fusent dans leur direction. Les jeunes sont encore bien vivants. Je lève le bras. Je me prépare, je vise œil. Vas-y Omar, aux armes citoyens. Retentit jusqu'au moment où de toutes mes forces, je balance mon pavé littéraire. Oh mince, j'ai manqué mon coup. Les 2 gros bras, étonnés de me voir là, ne réagissent pas tout de suite. Ça me donne le temps de refermer précipitamment la fenêtre. Je cours me réfugier derrière mon comptoir. J'attends, j'espère. Mais le répit qui ne dure pas. Les barbelés d'acier du barrage de police s'écartent en crissant. Je jette un regard. Dans un roulement de tonnerre, un canon à eau prend position en face de ma librairie. Sa gueule noire pointe droit sur la vitrine.